Céline est de super mauvais poil aujourd'hui. Très mauvais, c'est vrai. Elle est exaspérée partout. Et tu dois pourtant faire un vlog, hein, tu sais. Et on pourrait faire un vlog sur la mauvaise humeur. Il y a des jours, c'est comme ça, et il faut quand même continuer. Ouais. Show must go on. Tout à fait, c'est ça que je veux voir. C'est ça l'énergie que je veux voir. Ah, je suis colère aujourd'hui. Ah ouais, t'es colère, mais il y a des raisons, des petits trucs, le temps. Ouais, il fait moche. Et je suis content qu'on ait crevé l'abcès. Tu vois, tu te sens mieux déjà. Je vois des sourires. C'était la soupe à la grimace depuis que je suis arrivé. Alors aujourd'hui, Céline, on va faire en plus un sujet très léger. C'est la communication. Ouais, là, les communications. Les communications. Il y a tellement de sous-parties dans les communications. Alors aujourd'hui, Céline, dès qu'elle va nous parler, on a l'impression qu'elle nous verbalise. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre des choses à la communication. Mais surtout, alors. Oui. Non, mais avant même de commencer, il s'agit encore une fois, mais comme tout ce qu'on fait ou dit dans le vlog, de partage d'expérience. Pas de leçons. Ouais. On va vous dire ce que nous, on a fait pour la maison. Quand tu dis nous, c'est toi et moi, parce que... La com, t'es un peu concernée. Voilà. Voire majoritairement, en fait. Voilà. Parce que tu es Riviera Haut, l'agence de communication. Voilà. Et c'est très méta parce que ce vlog est un produit de communication, en fait. Ah, ouais. Et c'est un outil, c'est une manière de parler aux personnes qui te suivent, aux personnes qui sont intéressées par l'activité. Et on va parler de tout ça. On va parler de tout ça, et forcément, on va devoir t'inclure dedans parce que je peux pas ne pas parler, pardon. Je peux pas parler de communication sans évoquer Riviera Haut, c'est impossible. Oui. D'accord. Alors, il y a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, Céline, plutôt que de... il y en a beaucoup, je ne sais pas si on va tous les faire. J'ai fait quelque chose de très ludique qui va bien correspondre à ton mood d'aujourd'hui. J'ai fait un chapeau avec des petits thèmes, des petits sujets. Céline, tu en connais la moitié parce que tu sais bien qu'on va parler à un moment donné du logo, on va parler un petit peu de tout ça. Mais ça nous permet de rajouter un petit peu d'aléatoire à toute cette séquence. Donc je t'invite, Céline, à piocher la plus jeune. Partenariat. Partenariat. Oh là. Alors. Et oui, dans la communication, surtout sur les réseaux sociaux, il y a des possibilités de partenariat avec soit des marques, soit des personnes. Et là, encore une fois, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, je vais vous dire ce que nous, à la maison, on a fait. Alors, des partenariats avec des influenceurs ou influenceuses, très rarement, je crois que j'en ai fait une fois. Parce que, et j'en ferai d'autres si jamais il y a un sens à ça. Je le ferai jamais pour le nombre de followers qu'a la personne. Ouais. Parce que je me suis aperçue naturellement, sans faire de partenariat réel, que des personnes j'ai reçu à la maison des personnes qui avaient plus d'1 million d'abonnés. Ah ouais? Oui. Bah, c'était comme on reçoit des shootings. Oui. Il y avait spontanément du partage. Et en fait, souvent, c'est pas la bonne cible. C'est-à-dire que c'est pas le nombre d'abonnés de la personne qui va vous apporter la cible dont vous avez besoin. Donc, il faut qu'il y ait des valeurs en commun. Il faut qu'il y ait un sens à ce partenariat. J'ai un super souvenir d'un partenariat avec une jeune femme qui était vraiment axée déco, voyage, food. Il y avait une cohérence et c'était normal. Et après, je l'ai fait aussi une fois avec un jeu concours pour une marque un magasin de déco. Et là aussi, c'était chouette. Voilà, je l'ai fait. J'ai dû faire ça en 2 ans et demi. J'ai fait ça une fois avec une marque, un magasin, et une fois avec une personne. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a aussi d'autres partenariats, enfin, c'est pas tout à fait des partenariats, mais quelque chose qui a bien fonctionné à la maison Mastroianni, je trouve, c'est quand tu cites les marques que tu utilises en décoration, c'est pas tout à fait des partenariats. Alors, par contre, c'est un échange de bons procédés qui est assez vertueux, je trouve. Oui, alors, pour le coup, c'est davantage même parce que souvent on a la question de ça vient d'où. Ouais.
Votre table, elle vient d'où? Les chaises, vous avez prises où? Donc, il y a un gagnant-gagnant. Ouais. Ça permet aux followers, à mes followers, de savoir d'où ça provient. Et à la fois, ça met la marque en avant. Mais vous n'en tirerez pas forcément... oui, c'est pas fait de manière intéressée, entre guillemets, quoi. Non, ça c'est, on va dire, c'est sympa de le faire pour tout le monde, pour la marque, pour les personnes qui veulent savoir d'où ça vient. Et puis moi, quand je suis contente de quelque chose, que ce soit des artisans qui ont travaillé à la maison, de la décoration qui a été faite ou des objets de leur provenance, forcément je le partage. On n'est pas là à regarder ça ne veut pas dire que je suis fermée à des propositions. Si, encore une fois, s'il y a un sens, s'il y a des valeurs communes et si ça fait plaisir, oui, bien sûr. Voilà. On va certainement pas fermer la porte par principe. D'accord. Okay. Tu as quelque chose à... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, Alors, non, mais oui et non. Rajoute-le à l'image. Alors. Moi, je suis pas... Voilà, je vous présente Henri, parce que vous l'entendez depuis quand même un paquet de temps, mais maintenant vous le voyez. Voilà. J'ai mis la chemise. La mini chemise pour l'occasion. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. L'important, c'est qu'il y ait une cohérence entre ton public et le public de l'influenceur, comme tu dis, quoi. Comme tu dis souvent, qui se ressemble s'assemble, en fait. Donc, est-ce que la personne que tu vas mettre en avant, elle partage avec toi les mêmes valeurs? Parce que toi, ton intérêt, c'est de t'adresser aux gens qui pourraient résonner avec ta marque, quoi. Donc, j'ai des clients parfois un peu paniqués qui disent, est-ce qu'il faut venir des influenceurs? Il y a des gens à 1 million et 500 000. Ça dépend. Si c'est des influenceurs qui passent leur vie dans leur story sur des destinations très touristiques, par exemple, très festives, alors que vous avez un endroit magnifique, paisible, pépère, avec une vue incroyable pour la contemplation, la sérénité, c'est peut-être pas le bon match, quoi. Et que effectivement, il vaut mieux parfois des influenceurs dits nano, plus petits, qui vont par contre s'adresser à 100% à des gens qui vous ressemblent. Avec un engagement. Avec un engagement. Que aux influenceurs sacro-saints. Et puis surtout, la réglementation a pas mal changé. Et que un partenariat avec un influenceur, c'est un vrai échange marchand. Marchandise, ouais. Qu'il va falloir de plus en plus signaler sur les vidéos et les collaborations. Parce qu'il y avait beaucoup de spontanéité de spontanéité qui n'en était pas une, justement, et que j'appréciais pas spécialement. Maintenant, il y a le mot publicité, il y a des notions qui doivent apparaître et qui vont changer un petit peu la donne, qui vont laisser plus lieu à de l'authenticité. Tout comme les achats d'espace publicitaires dans les magazines. Sachez que le mot public rédactionnel... Ça fait longtemps, ouais. Oui, ça fait longtemps. Ça fait 25 ans. Bon, puisque t'es là, papa, puisque t'es là, tu vas piocher. Allez, c'est toi qui pioches. J'étais pas censé piocher. Non, écoute. Surtout que j'ai fait des pièges. Alors, la prise en charge par une agence des réseaux sociaux. Très bien. C'est important quand même. Alors, ça, c'est un deuxième point où Alors, Henri. Une deuxième fois, je dis que je ne sers à rien. Non, pour les réseaux sociaux, c'est un des rares domaines où vraiment, en tout cas au niveau de Riviera Haute, je suis à 100% pour que ça soit pris en charge par le propriétaire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une agence qui va prendre en main les réseaux sociaux. Vous signez le contrat, vous faites un site, tout le monde est content, ça dure 3 mois, 6 mois, vous faites des photos incroyables, vous remplissez, vous nourrissez l'espace du client. Et puis il y a forcément un moment où peut-être l'activité est plus basse, on peut pas se payer une com tous les mois pour les réseaux sociaux et on commence à les faire soi-même. Et on a un Instagram complètement rapiécé, avec à la fois des choses plutôt bien produites, et d'un coup on passe au selfie nous-mêmes, et à notre expression visuelle nous-mêmes, etc. Donc pour garder la cohérence. La cohérence, et puis surtout, il y a sur toutes mes expériences en maison d'hôte, je n'ai jamais vu meilleur œil sur la maison, et sur les avantages de la maison au niveau des bons angles, par exemple, au niveau des petits coins champignons, on va dire, au niveau Instagrammable, que les propriétaires eux-mêmes. Il y a pas à lutter là-dessus. Alors, on peut faire de très belles photos pour un site où la technique prend le dessus, mais au niveau du quotidien, de saisir l'instant, un coucher de soleil, il n'y a pas une agence derrière pour être là au bon moment. Et ces couchers de soleil, vous voulez les prendre en photo. J'ai plein d'exemples où ce moment-là, le propriétaire, c'est la personne la mieux placée pour les prendre. Il n'y a aucune raison de sous-traiter. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'une agence peut vous apporter une sorte de
de chartes rédactionnelles, un petit peu des petits conseils. Je me rappelle avec Céline, j'en avais très peu donné parce que Céline elle est très douée pour prendre des photos de sa maison. Mais par exemple, de mettre régulièrement des êtres humains. Quand on fait beaucoup de design et de décoration, on est tenté de mettre que des pièces, que des pièces, que des pièces, que des pièces. Et de dire il manque un peu de chair, quoi, de visage, de sourire. Voilà. On peut donner des indications comme ça. Et en imaginant que je ne sais pas écrire, par exemple, je suis vraiment nulle en rédactionnel. Je fais vraiment, je pose des questions. Voilà, je sais pas parler de ma maison, je ne sais pas parler de moi. Qu'est-ce que tu conseillerais? Les purs. De simplifier. Les purs. Et je pense qu'il y a rien. Alors surtout pas ChatGPT. Je pense parce que déjà d'une, vous ferez que du normal. Et je pense qu'il vaut mieux de l'épure et parfois très peu communiquer, travailler sur des mots-clés, pourquoi pas, des simples mots qui visent bien un petit peu là où vous vous situez, que de faire des phrases que personne ne lira, qui feront vibrer personne, qui sont pas très intéressantes. Et deuxièmement, encore une fois, je suis plutôt tenté de dire soyez qui vous êtes. L'authenticité prime toujours. Si vous aimez pas écrire, n'écrivez pas. Si vous aimez les photos, prenez les photos et voilà. Tu veux que je regarde là? Tu me regardes moi. moi. C'est toi la professionnelle. Hein. Moi, je me fais jamais filmer. Hein, sur... voilà. Tu m'as coupé, je ne sais plus. Alors, c'est à toi de tirer un papier. Alors, shooting, photo, vidéo, bref, images. Oui. Alors, les photos, les vidéos doivent être la règle numéro 1, bah, jolie. Oui. Quand même. Mais numéro 2, conforme. Ah. Ça, c'est très important. C'est très important de faire des photos suffisamment jolies pour attirer le client jusqu'à la maison, mais pas plus jolies. On a besoin d'identifier le bruit. Voilà. Mais pas des photos plus jolies que d'habitude, oui. Pour ne pas prendre le risque de décevoir le client. Attends, il y a Fred Astaire là qui... Ça y est, c'est bon. elle est... Excuse-moi. Ah, donc, on reprend. J'ai coupé. Des photos, tu disais, assez jolies pour attirer. Il faut essayer de prendre des photos suffisamment jolies qui mettent la maison en valeur pour attirer évidemment le client jusqu'à la maison, pour susciter l'envie, mais pas trop belles par rapport à la réalité pour ne pas prendre le risque de décevoir à l'arrivée. Et cette pincette, cette pincette, oui, cette pincette, et pourquoi pas cette pincette. Mais cette frontière, oui, c'est ligne de crête. Cette petite. Allez. Moi, je me souviens avoir pris le parti de décrire au maximum. Oui. Enfin, souviens-toi, quand on est dans sur la description technique, oui. On a quand même, on a une vidéo par chambre, plus au moins une vingtaine de photos par chambre. On a décrit et écrit quand même dans les moindres détails. Mais c'est pas parce que la description elle est là qu'il manque que les surprises elles vous attendent pas non plus. C'est là encore, c'est le juste milieu. Est-ce qu'on montre tout directement, il n'y a plus de surprise, ou est-ce que moi je sais encore une fois, en tant que cliente, je dis un petit peu toujours la même chose, mais comme je suis ma cible numéro 1 et que j'adore quand je réserve un endroit, lire tout. Moi je veux, ça nourrit mon imagination et quelque part quand je lis ce qu'il y a sur un site internet, les descriptions, j'y suis déjà. Je me projette. Et si mon fantasme d'être sur place est plus décevant quand je suis arrivée, là je suis embêtée. C'est en ça que je dis de faire attention. J'aime l'idée que parfois on puisse dire « Oh, je m'attendais pas à ce que le jardin il soit si grand. » Ça c'est cool parce qu'on peut pas le savoir. Et parce que encore, ce qui est difficile, c'est que vous pouvez pas savoir. Vous la connaissez la maison, vous savez que ce qui est pris, c'est là. Et vous savez ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit pas derrière les photos. Et ça, c'est que le retour client qui vous le fait dire. Par contre, tu disais tout à l'heure qu'on a un œil, nous, en tant que propriétaire de maison d'hôte, évidemment qui est le plus complet, mais j'aime quand les photographes, ou même les clients, photographient la maison avec d'autres yeux. Ah oui, bien sûr. Génial. C'est souvent eux qui m'apportent des angles que j'avais jamais vus. Ils contribuent aussi à la construction graphique près de la maison, avec les posts réseaux sociaux. Exactement. Et puis dans la photo, dans les vidéos, il y a aussi
moi, je fais très attention à l'étalonnage, aux teintes de la photo, que ce soit en accord, en harmonie. Je sais qu'il y a des teintes à la mode. Et j'ai envie de vous dire, ça fait partie des choses que vous devrez peut-être changer 3 ans plus tard. Ouais. Il y a des polices, des typos à la mode. 3 ans plus tard, vous êtes sûr que... Voilà. Après, la temporelle, c'est difficile en photo. On photographie une époque. Donc si on photographie une époque, on le photographie aussi avec, avec le style de l'époque. Après, sur le logo, c'est vrai que... Ah là, je suis pas d'accord sur le logo, mais on n'a pas tiré la question. Attention, elle va venir. T'es pas d'accord avec quoi? J'ai rien dit. Oh là là, il reste beaucoup de questions. Je m'en fais. L'histoire du logo, super, d'accord. Alors, l'histoire du logo, c'est un peu une contre-histoire du slogan. Parce que avant le slogan de la maison Mastroréli, peut-être qu'il tombera dans les questions, il y avait un proto-slogan quand Céline a monté sa maison. Ouais. Que tu voulais l'appeler Family, Friends and Birds. Voilà. Les amis, la famille des amis et les oiseaux, qui était un très bon, qui était presque entre le nom et le slogan presque. Et qui était intéressant, qui était bien aussi. Et donc il y avait ce côté l'oiseau qui est à la fois joyeux, qui chante. Céline quand même qui a un affectif, tout ce qui est de la chanson, du chant. Et il y avait cet oiseau, dans le coin. Voilà. Il y avait le nid, le côté que l'oiseau aussi a un côté nid, un côté réception accueil. Ouais. Et puis c'était presque, de mon ressenti, c'était très premier degré aussi. C'était l'oiseau, tu vois, c'était un petit totem de ce slogan, etc. Et moi, ce que j'aime particulièrement pour les établissements comme la maison Mastroréli ou pour les choses un petit peu haut de gamme, c'est des logos. Moi, j'adore les logos plus qu'intemporels. J'aime les logos qui donnent l'impression que ta maison, elle existe depuis 70 ans. J'adore. Sans qu'elle paraisse vieillotte, mais montrer un côté institution, donc des typos, il y a des codes très précis, la typo sérif, des petits signes comme ça. J'adore tes logos. Ça, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Alors, si c'est pour me faire des compliments... Voilà, ah ouais, je sais, je suis désolée, mais il faut que je le dise. Non, mais vraiment, j'ai vu aussi les logos que tu as fait pour d'autres établissements, et je trouve que, waouh, chaque fois, je suis... C'est vrai? Ouais, je fais les compliments. Je réagis très mal aux compliments. Okay. Alors, donc voilà. Moi, ce que j'aime, c'est un logo qui donne la... Alors, ça dépend de votre projet, mais dans ce secteur-là, j'aime bien qu'on ait une gueule d'institution dès qu'on démarre. Voilà. Et donc, ce mélange entre des mots avec une typo un peu intemporelle et ce petit oiseau. Et Céline a apporté sa contribution à tout ça parce qu'il y avait une première version du logo avec l'oiseau, l'inscription là-bas. Et Céline, tu as contribué à rajouter cette branche. Le feuillage. Ce feuillage, voilà, qui nous a fait beaucoup nous disputer parce que disputer, bien sûr. Tu as voulu renier le logo. Mais je n'avais pas tout à fait tort parce que moi, un logo, ça, il faut y penser aussi. C'est quelque chose qui doit vivre. Il faut en amont, même si c'est pas dans votre actualité, penser au fait que ce logo, il va être peut-être brodé sur un polo, il va être sur une plaque en acier, sur du bois, et donc il doit vivre vraiment sur plein de matières avec une finesse quand même. Qui puisse être adapté, etc. Donc, c'est pas grave, ça a fait du travail en plus. Oui, et on a aujourd'hui, surtout ce dont tu m'avais prévenu de la difficulté d'utiliser ce logo, j'ai pu m'en apercevoir aussi. Les impressions, parce qu'en fait, le feuillage est tellement fin qu'il y a une taille minimale qu'on ne pourra jamais dépasser si on veut une impression correcte. C'est des contraintes auxquelles on doit faire face, et j'ai choisi de faire avec ces contraintes, et tant pis si on peut pas le... Mais après, on a fait des versions, du coup, adaptées à ce type d'impression, ce type de support. Alors, on a quand même la plaque c'est quoi La plaque d'entrée. La plaque d'entrée, oui. Qui a demandé une adaptation du logo, voilà. Mais c'est un logo qui a bien vécu, c'est une très généreuse aussi en support, donc c'est toujours agréable quand on fait un logo de le voir vivre sur plein de matières différentes. Et voilà. Et on le voit vivre d'ailleurs très bien sur nos assiettes. Ah oui, il existe même, et c'est une vraie chance pour moi, parce que c'est pas tous les jours qu'on a ça. Il a même vécu parmi toutes les matières sur la céramique. Il est sur du bois, on l'a sur de l'acier, on l'a sur de la céramique. Et j'ai hâte de l'avoir sur un tissu. Ouais, sur un tissu, mais là... j'aimerais bien qu'on ait un tablier. On fera un tablier. Je prends un petit carnet de commandes. Alors, tu veux que je tire? Allez, c'est à toi. Alors. Ah ben l'histoire du slogan, alors, justement.
l'histoire du T'as slogan. vu comme ça tombe bien dans l'ordre quand Ouais. même, tout ça? On dirait que c'est trafiqué, mais c'est pas trafiqué. Donc voilà, le premier slogan, c'était Family, Friends and Birds. Mais j'aime bien les slogans qui font un peu plus de job, qui vont un peu plus raconter la promesse. Parce que finalement, quand vous louez la maison, vous n'avez pas forcément vos amis avec vous. On ne va pas promettre des amis. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'être entourés d'amis quand ils louent une maison. Et j'aime bien les slogans qui vont un peu plus loin et qui racontent le produit, qui racontent l'expérience. Et donc, il y a eu cette phrase qui est un peu alambiquée, qui est un peu long pour un slogan par rapport à ce que j'aime faire, mais qui fonctionnait bien pour la maison. Ah, moi j'ai adoré tout de suite. C'est le point de départ idéal pour ne rien faire sur la Côte d'Azur. Parce que vous voulez à la fois dire que Roquefort-les-Pins, qui est assez méconnu quand même dans une... Roquefort-les-Pins, la timide. La timide, qui est une place assez centrale, très intéressante pour visiter la Côte d'Azur. Ouais. Mais à la fois, cette sensation que quand on est à la maison Mastrovelli, on n'a pas trop envie de prendre la voiture pour aller à Cannes, pour aller... Donc voilà, Ouais. l'histoire du petit slogan. Donc là non plus, j'ai pas le droit de dire j'adore tes slogans. Non. Voilà, bon, très bien. Quels réseaux sociaux utiliser? Donc, on parle toujours pour une maison d'hôte, bien entendu. Hein, je parle toujours de la maison Mastrovelli. Instagram, obligatoire. Pourquoi? Parce que Instagram, pour tout ce qui est esthétique, décoration, comme esthétique cuisine, c'est le média de l'image, de la photo, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un super média de bouche à oreille, avec un partage facile. C'est un super outil de communication régulière, en plus du site internet, d'actualisation, etc. Et je trouve que c'est finalement le réseau social le plus gentil. Ouais. Tu vois? L'un des pires pour moi étant Twitter ou mais même Facebook, quoi, je trouve. Moi, alors j'ai fait le choix de ne pas avoir une page Facebook. Je pense que sur plein de points, c'est une erreur, mais c'est un choix de ma part. C'est encore une fois, c'est d'être à l'aise. Hein. Je suis pas dans un discours de lâcher prise totale, mais encore une fois, si pour vous c'est une souffrance de poster, ne postez pas. Il n'y a rien de pire qu'un réseau social qui est contraint. Ouais, et puis c'est bien beau d'être sur plein de réseaux sociaux. Si on manque de temps après, je préfère qu'on mise sur le bon et en avoir moins d'autres, plutôt que de devoir alimenter en temps. Alors après, sinon, vous faites quoi? Des partages immédiats, c'est-à-dire vous publiez une photo qui va automatiquement poster le même contenu sur Facebook que sur Instagram. Sauf que sur Facebook et sur Instagram, c'est pas la même cible. Donc, qui mérite à chaque fois un dialogue adapté, une communication adaptée. Et c'est là qu'est l'erreur, je trouve. Donc, Facebook, j'ai dit non. Okay. Et par contre, Instagram, oui. Un grand oui. On a ouvert la chaîne YouTube, c'est un média. Oui, tout à fait. Bah, pour prendre le temps. Qui est plus ingrat, qui est plus sur le temps long. Oui. YouTube. YouTube, c'est pour ceux qui auraient plus de temps pour approfondir le sujet. Oui, exactement. Et on prend ce temps-là qu'on met justement pour pas ennuyer trop sur Insta, où c'est un peu plus rapide. Ouais. On va sur YouTube pour prendre le temps de dire les choses. De dire les choses. Et puis un supplément d'âme, je trouve. Enfin, on passe plus de temps à te voir que sur Instagram, à t'entendre parler. Et je trouve que ça amène vraiment quelque chose de sympa. Sur Instagram, la priorité est quand même est à la maison. Ouais. Sur YouTube, on parle plus des coulisses. Oui, oui. Ah, ça, on a compris. On t'entend bien. Je ne peux plus de me voir. La communication la plus importante. Alors, déjà, avant de dire quelle est la plus importante, il faudrait lister presque toutes les communications. Il y a les communications via attaché de presse, via les réseaux sociaux, via le site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu vois comme les communications... tous les réseaux sociaux, le site, la publicité, que ce soit online ou print, il y a l'insertion d'espace. Le print, le branding, tout ça c'est des publicités. Il y a des petits événementiels aussi, il y a plein de choses. Voilà. Et en fait, la plus importante pour moi des communications, celle qui doit passer avant tout le reste, et celle qu'il faut... mais vraiment bichonner, c'est directement la communication avec les clients.
Avec les clients et les futurs clients? Avec les clients même. D'accord. D'abord, ceux qui sont sur place, qui arrivent. Parce que moi, j'aime le fait de pouvoir les rencontrer, par exemple, en personne. Oui. Quand je parle de quand la maison est en privatisation, sans moi dedans, évidemment, qu'en chambre d'hôte, je suis là. Mais communiquer avec les clients qui sont sur place. Mais ça, c'est la règle numéro... Non? Pourquoi tu fais un petit clin d'œil? Parce que non, je fais pas un clin d'œil. C'est ton métier, c'est pas tout à fait... Mais la communication... C'est le cœur de ton métier de communiquer avec les clients. C'est une communication. Oui, oui. Ah. C'est une communication. C'est le relationnel. Leur demander si tout va bien quand vous n'êtes pas sur place. Les accueillir en personne, c'est la première des choses. Les accueillir déjà en amont, avant que le client arrive. On leur envoie un questionnaire, des infos sur ce qu'il y a à faire dans la région, un petit guide, un guide sur les services, d'accord? Donc ça, c'est une communication. Une fois que la réservation a été actée, c'est pas juste « Ah ben j'ai une résa et puis ça suffit ». Non, là, la communication, la vraie et la seule, indispensable, elle commence. Entre le préparer à venir au mieux sans qu'il se pose 10 000 questions, ou sans qu'il ait besoin même de nous poser 10 000 questions. Donc le nourrir en information, être là quand il a besoin. Moi, j'ai des clients ils arrivent peut-être dans 15 jours. Je m'occupe de leur réservation s'ils veulent manger dans un restaurant. C'est une communication. Quand ils sont sur place et que moi non, leur demander après la première nuit, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut sur place? Être joignable. Je mets très rarement mon téléphone sur silencieux. Vraiment quand j'ai besoin de dormir, surtout quand j'ai un client sur place à la maison et que je n'y suis pas. Donc il y a une mise à disponibilité du propriétaire envers le client qui est indispensable. Donc lui demander si tout va bien, ça je l'ai dit. Et puis être à son écoute, c'est-à-dire que quand il vous fait aussi des remarques, il faut en priorité le prendre en considération. Mais j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre du métier, quoi, ça. Tu ne qualifierais pas ça de communication? Non. Parce que toi, tu vois un côté superficiel à la communication. C'est littéralement mon métier, c'est pas superficiel. Non, mais c'est ton métier, c'est un peu comme si tu demandais à un boulanger, que faites-vous en communication tout au long de l'année? Quels sont vos opérations, tu vois? Non. Et il dit, je parle au client, je demande si ça va bien. Ça fait partie de ton métier, non? C'est pas une évidence. Je suis désolée. Non, c'est pas une évidence. Je trouve que... je dis en plus que c'est la plus importante, donc je peux pas dire que ça fait pas partie de la communication. Non, que ce soit ça arrive, par exemple, ça arrive voilà. Par exemple, à Airbnb, le client note des aspects. Rapport qualité-prix, propreté, communication. Oui, ce qui prouve que ça fait partie des services demandés par ce type de produit. C'est important d'être réactif. Oui. D'avoir, voilà, et je le mets, ça porte bien son nom, c'est de la communication, je le mets absolument dans ce vlog. Parce que s'il y a un seul conseil, vous enlevez toutes les autres questions, mais s'il y a un conseil que je dois vous donner pour satisfaire le client, c'est la communication en direct avec lui. J'enlèverai pas ça de ce sujet. Non, tu l'enlèves pas, mais pour moi, c'est une obligation professionnelle. Parce que c'est pas de la stratégie, il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit effectivement du cœur du métier. Alors que les autres communications, tu peux t'en passer. On est dans une stratégie, il n'y a pas de mauvais sens du terme quand je dis stratégie. Mais là, c'est juste le cœur du métier. C'est de la communication. Et il y a toute une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, tu le disais toi-même, et ça, c'est des supports importants. C'est le nombre de documents que Céline a fait faire avec l'agence. Là, pour le coup, pour la communication avec le client un peu qui est en topping, je trouve que personne ne fait forcément, c'est ces documents d'accueil, c'est ces conseils touristiques aussi en brochure que tu fais. Si beaucoup le font, hein, beaucoup de maisons Oui, mais je veux dire, pour moi, c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est qualité de service. Et puis surtout, tu les fais pas toi sur une feuille A4, tu vois, c'est quelque chose qui est charté, où tu retrouves l'identité de la maison sur la moindre pièce de document que le client rencontre pendant son séjour.
Et ça, c'est super important aussi. Ben voilà, c'est une communication qui est sur place, donc aussi, et qui fait partie des communications du client. Ouais. Et aussi, c'est en opposition, ce soin apporté à la communication, et c'est la vraie valeur ajoutée d'une maison que vous incarnez en tant que propriétaire, par rapport à ces produits qui sont un petit peu gérés par des boîtes aux lettres. Hein, c'est aussi la grande différence. Là, je veux pas... Des boîtes à clés, je veux dire. Ces voilà, produits. les arrivées autonomes. Voilà. Mais je dénigre pas parce que ça peut être très utile et parfois, il y a la clientèle, elle souhaite ça. Ah ouais, Elle n'a pas envie de rencontrer le propriétaire quand elle loue une maison, juste elle veut être tranquille ou voilà, pour X raisons. Je ne dénigre absolument pas le boîtier à code qui est très pratique si les instructions sont laissées en tant que telles. Mais c'est pas la promesse de la maison Mastroianni. Mais pas à la maison, non. Ok. Allez, question suivante. Faut-il filmer le work in progress? Ah, alors oui, c'est une question que j'ai souvent eue. Ça concerne les ouvertures de maison. Oui, c'est avant que ta maison n'ouvre, avant que tu aies un site internet, tu as quand même des choses à montrer, c'est le chantier. Alors, c'est pas le moment où la maison est le plus photogénique, mais par contre, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir un compte Instagram en amont et à photographier, à filmer ce chantier pour le montrer? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, je le conseillerais pour les personnes qui veulent dès le départ s'attirer une petite communauté. Une communauté qui est intéressée par les travaux, par la déco. Et ils sont nombreux. Moi, je n'ai pas fait ce choix. Je voulais arriver avec quelque chose de direct à montrer. Ouais. Mais peut-être, je ne dis pas que c'était le bon, en fait. Je dis, moi, j'ai fait comme ça. Mais peut-être que si j'avais commencé à communiquer... Moi, la première chose que j'ai postée sur mon Instagram, c'était le logo. Ouais. Voilà, on avait ça, c'était fini. Après, le reste, tout était fini. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de faire des petites galeries rétrospectives, avant-après de temps en temps. Mais c'était déjà là. Ce que je conseille, c'est tout bête, c'est de poster ses travaux, d'avoir on a des proches aussi qui répondent, on tient au courant une petite communauté qui s'agrège, et puis quand la maison sort, on peut tout à fait les effacer, ces publications, les sortir et s'en servir, par exemple, comme rétrospective. Oui, en faire un réel à la fin. Si vous faites vos stories des chantiers, vous les gardez quelque part en archive, et vous pouvez sortir après, plus tard, des rétrospectives, c'est toujours sympa. Et tout simplement effacer les publications que vous avez faites avant l'inauguration, parce que c'est vrai qu'une fois que le produit existe depuis 1 an, quand on va en bas et qu'on commence à revoir des plâtres et du chantier, c'est pas très sexy. Quoi. Pour la cohérence du truc. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas d'interdit. Il faut être cohérent, logique. Oui, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment le message qu'il faut Moi, faire franchement, j'avais tellement... Je crois que pendant les travaux, j'avais tellement peur que la maison n'arrive jamais à être construite. Enfin, elle n'arrive jamais à être entièrement rénovée, que je voulais pas m'engager sur un truc, quoi, limite. Bon, allez, tiens, puisque tu es là, tu vas nous tirer un petit ticket. Enfin, un petit... Alors, c'est une longue question. L'angle rédactionnel sur les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est toi qui vas répondre. Je crois que les toutes premières publications, je parlais pas à la première personne. Ouais. Nous avons décidé de vous proposer, etc. Et en fait, il y avait plein de choses que je pouvais dire avec le nous, mais il y a eu plein de choses que je ne pouvais pas dire si je n'utilisais pas le je. Il y a un moment, j'ai ressenti le besoin, en fait, de partager mes émotions. Et ça, quand on dit nous, c'est toujours un peu plus compliqué. Et puis surtout, ça se voit bien non plus que c'est pas une multinationale, nous, avec une grosse équipe derrière. Quand j'ai une maison d'hôtes dont je suis la seule gérante. Elle est très incarnée, comme on dit. Alors, l'incarnation, elle arrive après. Au début, je voulais vraiment ne complètement pas exister au profit de l'existence de la maison. Mais ça m'empêchait de dire les choses. Ça m'empêchait quelque part de m'exprimer. Et si je pense qu'il y a bien un domaine dans lequel l'incarnation est importante, c'est quand on a une maison d'hôte. Quand on a une maison d'hôte, c'est pas un hôtel. Et il y a aujourd'hui, j'ai plein d'exemples de marques qui sont tellement bien incarnées par leur créateur qu'on connaît presque autant le créateur que la marque. Si j'ai le temps, je pourrais donner 2 exemples. Il y a, je pense,
à une marque qui est venue shooter à la maison, qui s'appelle Tajine Banane, et qui est magnifiquement bien incarnée par sa créatrice Alison et toute la famille, puisque toute la famille est dans l'histoire. Et en fait, c'est génial parce que on voit que il y a une cohérence, il n'y a pas de décalage entre la marque et la personne qui a créé la marque. C'est aussi vrai de voir cette marque que de voir Alison parler. C'est encore une fois, elle a produit elle a fait des produits pour elle à la base, donc c'est la mieux placée pour en parler. Tout comme je pense à Charlotte Husson et sa marque Mr K. C'est quand on est sa propre cible, quand on incarne une marque, il y a une... Par exemple, Charlotte, c'est celle qui va porter mieux au monde sa chemise en jean qu'elle vend sur Mr K. C'est son meilleur mannequin. Ça m'empêche pas, parce que j'y pense, parce que je la porte, d'avoir envie de l'acheter et de la porter à mon tour. Et en fait, quand on a une maison d'hôtes et qu'on incarne un petit peu ce qu'on offre à la maison, je me dis, allez, ok, incarnons-la vraiment. C'est-à-dire, existons aussi en tant que personne si on est cohérent avec sa marque. La pire erreur à faire en com... Poster son logo en première com. Non, je rigole. Alors, je vais donner mon avis, ouais. Et toi, tu donneras le tien, parce que, voilà. Moi, je pense que la pire erreur en com, c'est de communiquer une image qui n'est pas en conformité avec votre maison, votre produit ou votre marque. Et en décalage avec votre cible. J'ai qu'un discours, c'est d'être soi-même. Et je trouve que le métier de mon agence, je pense que la petite valeur ajoutée qu'on a, c'est que pas une seule seconde, je me positionne en créateur. Même quand je te crée ton logo ou ton slogan, il y a le côté, comment dire, tu sais, celui qui, pas l'archéologue, qui nettoie un petit peu les choses pour faire apparaître le vrai relief de quelque chose. Il y a un côté accoucheur aussi. Voilà, j'adore cette notion. Alors, je dirais pas sage-femme parce que c'est un métier magnifique et que on fait pas des... Moi, je suis derrière un ordi devant un client. Mais il y a ce côté vraiment sage-femme. J'ai une sorte de mystique et de superstition qui pense que la marque existe déjà avant d'être créée. Ça, et qu'il faut juste lui redonner les contours. Oui, quelle est la personne qui l'apporte, sauf bien sûr sur un projet où vous avez des propriétaires détachés, où on est sur un produit, vous voyez. Mais quand je parle d'un produit comme Maison d'Hôtes, il y a beaucoup d'affectifs en général. J'ai cette superstition que la marque existe déjà et que mon seul rôle, c'est d'aider à enlever vraiment des blocs qui nous perturbent, des éléments de communication, des choses qui vont faire révéler vraiment ce que tu es, tu vois. Oui, mais ça, tu réponds pas à la question. Oui, quelle est la pire erreur? C'était une intro. Et donc, dans ce sens, je suis vraiment à fond axé sur ce que tu dis, sur l'authenticité et sur la triche ne marche pas longtemps. Voilà, la supercherie, vous déformez les choses. Vraiment, si vous êtes bossu, vendez votre boss. Si toutes vos qualités et vos défauts vont faire votre singularité. On est dans un monde où les réseaux sociaux on est surchargé d'informations. Et bien sûr, vous voyez beaucoup de choses qui se ressemblent. En fait, c'est vraiment, c'est un cliché, hein, mais c'est pas votre singularité, vos différences, vos petits défauts, vos petites qualités, tout ce qui fait que vous êtes différent, que vous allez tirer votre épingle du jeu. Moi, je préfère vraiment des produits, des maisons vraiment entre guillemets originales, qui ressemblent pas du tout à ce qui existe, mais qui vont cultiver ça, qui vont aller à fond là-dedans. Donc voilà, j'ai toujours un peu un peu ce que tu dis. Il faut être vraiment aligné, comme on dit. Dans le jargon avec ce qu'on est. On parle encore une fois des maisons d'hôtes, c'est vraiment un autre métier. Mais comme vous êtes en représentation quand même physique, vous êtes vous-même au quotidien, il y a des jours où vous êtes de mauvaise humeur, il y a des jours où vous n'êtes pas là. Les faux décors tombent très vite. Dans la soviétique, les décors en carton peint ne tiennent pas une année d'exercice, ne tiennent pas les saisons où ça se passe moyennement, ne tiennent pas les semaines où vous n'avez pas de trésorerie, les semaines où vous êtes dépassé par les événements, le naturel revient au galop. Donc soyez naturel dès le début, quoi. Allez, tire-moi un petit... Création du site internet. Qu'est-ce que c'est toi qui as fait les questions. Si tu tombes... Non, c'était pour toi. La création du site internet, c'est un support très important dans votre métier. Je m'adresse aux gens qui ont des maisons d'hôtes. On va être très vulgaire et très direct.
le but du site internet, c'est déjà, de donner une information complémentaire essentielle sur votre établissement et surtout de vous battre contre les outils, c'est-à-dire les bookings, les différents organismes qui vous aident à mettre en avant votre publication, qui investissent beaucoup plus que vous en publicité et qui font cette situation un peu artificielle que parfois votre site arrive en deuxième après un booking, après et qui, rappelons-le, ces sites nous prennent une commission monumentale. De commission. Et donc c'est une situation un peu... Et à vous comme à nous. Ah oui, c'est une situation un peu triste, un peu paradoxale, mais vraiment le rôle d'un site, c'est de prendre des réservations en direct. Mais aussi, il faut le dire, c'est un outil qui apporte une communication. Ah oui, c'est ce que je dis en premier. C'est vraiment, ça amène tout ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas amener. Il y a de la communication, on va dire, du temps long. Si on veut rentrer dans les détails, il y a un bon site, c'est celui que vous pouvez parcourir en 10 secondes. Vous avez toute l'histoire, tout de suite, hop, vous captez l'ambiance, vous captez le message principal. Et celui sur lequel on peut passer des heures. Voilà. Et je pense que la Maison Mastrovelli, en masse de textes, en effort porté sur les textes, au niveau de la rédaction, c'est un site où on a, parmi les sites qu'on a le plus travaillé. Et si vous voulez, comme dit Céline, rentrer dans le détail de chaque chambre, de chaque pièce, après, j'ai pas le droit de te faire des compliments, mais tu aussi as une... Quelque chose que je dis toujours aussi au niveau de la rédaction, ce qui est important, c'est que vous écrivez. C'est triste aussi, d'une certaine manière, mais c'est rigolo aussi. C'est que vous écrivez à 50% pour les humains et 50% pour les robots. Ah oui. Tu le développes ? Je pense qu'un texte élégant en 2023, c'est un texte qui se lit comme s'il avait été écrit pour vous. Et à la fois qui s'adresse à 50% sur les robots, les algorithmes de Google, donc, pour le référencement. Le référencement. Pour la SEO et voilà. Moi, la chose que j'aime sur l'écriture d'un texte de site, c'est jongler finalement. C'est qu'un humain soit content de le lire et qu'un robot soit très content de le lire. Ah, il y a 2 lectures. Parce qu'il y a les mots-clés sur 2 lectures. Qui allument les bonnes lampes et qui font que vous êtes bien classé sur des mots très importants. Et c'est sur ça, je pense qu'on a une valeur ajoutée, c'est que quand vous lisez nos textes, vous n'avez pas l'impression que c'est écrit pour les robots et c'est écrit vraiment pour les deux. Et c'est encore une fois cette ligne de crête qui fait que vous avez un bon texte de site. Et la Maison Mastrovelli, tu as accepté à la fois cet opportunisme référencement, mais tu tenais à ce que tu aies des textes vraiment de tenue qui puissent être au-delà du descriptif technique qu'on peut avoir sur certains sites de maisons d'autres. Oui, bah oui, et puis tu en as fait, je trouve, quelque chose de nul. Voilà, j'allais dire un truc. Je voudrais juste dire un truc. Je sais que tu le prends mal, je sais que t'aimes pas qu'on parle de toi en bien, que t'es complimentophobe, mais l'accompagnement que j'ai eu, je veux dire, en personne, où tu as pris le temps de venir voir plusieurs fois la maison, où tu étais là quand il fallait physiquement pour sentir en fait le projet. Je sais, alors ça c'est entre autres, hein, mais c'est le démarrage, il a commencé comme ça. Mais ta présence et ton accompagnement au quotidien c'est une valeur que, au-delà des talents et des compétences, c'est une valeur que je trouve rare. Voilà. Donc tu as obligation de laisser, je suis désolée, cette réponse. Mais c'est sont tes règles. Je serais incapable de faire une maison sans passer ma vie dans les murs au démarrage, quoi. Et tous mes clients, ça passe par énormément de visites parce que c'est encore une fois, c'est pas pour créer, c'est pour pouvoir comprendre et absorber et aider à trouver son expression, quoi. C'est peut-être mystique. Peut-être un peu une mystique de sentir vraiment littéralement l'esprit de la maison. Bah, tu sais, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je suis tellement, je la personnifie tellement la maison, son énergie, son âme, son machin. Et toi, tu as besoin aussi, donc j'imagine. Ouais. Mais en tout cas, c'est rassurant. C'est moi, surtout quand on fait quelque chose seul, comme c'était mon cas, c'était rassurant en permanence de t'avoir comme ping-pong. Ouais. Parce que on ne sait jamais quand une idée c'est la bonne, quand on la prépare. Et tu m'as toujours donné des contre-arguments ou des arguments pour dire oui, vas-y, fonce, ou attends, réfléchis, t'es sûr que... Et avoir quelqu'un qui fait le ping-pong en agence de communication, et
et un ping-pong avec un bon jeu en plus. Ouais. Donc ça c'est chouette. Ok, Voilà. bah, c'est gentil, merci. Voilà. Allez, la dernière question. Attaché de presse, oui, non. Mais tu viens de répondre. On n'a pas 10 000 cartouches. Ça aussi, c'est oui. quelque chose que les clients n'ont parfois pas la notion en voulant tous les ans ressonner une cloche en disant juste on existe. Alors ça marche bien la première fois. Après, vous pouvez faire partie des adresses de votre localité. Si vous êtes dans un patelin ou votre département, d'ailleurs les comités de tourisme départementaux et de votre ville sont de précieux alliés. Donc il faut faire partie un petit peu des petits papiers, accueillir les gens du tourisme, c'est très important pour qu'ils connaissent votre adresse et qu'ils puissent les mettre dans leur communiqué de presse parce que c'est des forces de frappe selon la ville où vous êtes, ou le département ou la région, très important. Et ensuite, une fois que vous avez fait une campagne de communiqué de presse pour dire que vous existez, vous n'avez pas 10 000 cartouches dans le sens qu'il faut toujours un prétexte intéressant, une nouvelle raison de contacter, en fait, de communiquer. C'est pas quelque chose que vous pouvez vous renouveler tous les 6 mois au même média ou au même journaliste en disant « coucou, on existe, coucou, on existe ». Non, il faut coller un petit peu à la vie de votre établissement et avoir un prétexte, une raison de communiquer, une raison de faire un communiqué de presse en disant « voilà, on a, je sais pas, n'importe quelle année, des fois, des choses, vous voyez comment marche la presse, hein, des choses très anecdotiques peuvent faire l'objet de reprises presse. Hein, vous pouvez prendre... je sais pas, vous achetez une statue d'un artisan local que vous mettez au milieu, vous faites une opération associative, vous faites des choses dans votre communauté, vous faites vivre... Mais en tout cas, il faut un prétexte. On n'a pas 18 000 cartouches. Oui, il ne faut pas les ennuyer, il ne faut pas devenir celui qui envoie... Ouais. Et puis, il faut avoir quelque chose à dire. Il ne faut pas devenir celui qui spam. Surtout pas. Non. Surtout pas. Bon, écoute, j'espère qu'on a donné une vision de quoi on... Non, je pense qu'on a parlé de tout. Ouais, et puis de toute façon, c'est pas comme si on se revoyait plus. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça fait partie des supports de communication, ce blog. Très bien, à la prochaine fois. Allez, Salut. à bientôt.